il existe un instant précis où celui qui se croyait intouchable commence à chanceler. Un instant où il réalise que la personne qu'il croyait dominer n'était pas une proie, mais une force silencieuse qui observait, attendait, se préparait. Cette révélation ne se produit jamais dans le tumulte, elle éclate dans le silence, quand toute certitude s'effondre. Le narcissique vit dans une illusion de supériorité qui masque sa peur la plus profonde. Être vu tel qu'il est, il confond patience et faiblesse, douceur et soumission. Il croit avoir mesuré ton esprit, mais il n'a fait qu'effleurer la surface. Et c'est dans cette profondeur qu'il ne comprend pas, qu'il sous-estime, que réside la clé de sa chute. Carl Jung disait que ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes, nous le rencontrons comme destin. Le jour où un narcissique comprend qu'il t'a sous-estimé, il ne rencontre pas seulement ta force, il rencontre sa propre insignifiance. Et c'est là que commence son effondrement, par l'arrogance aveugle face à la profondeur. Le narcissique vit dans une lecture superficielle des êtres. Il observe les gestes visibles, les réactions immédiates, les failles apparentes. Ce qu'il ne perçoit pas, c'est la profondeur silencieuse qui se cache derrière un regard stable ou une absence de réaction. Il confond neutralité avec soumission, calme avec fragilité. Et cette erreur d'évaluation est le premier pas vers sa propre chute. Cette arrogance fonctionne comme un écran protecteur. Plus il te méprise, moins il a à admettre qu'il t'admire secrètement, car sous son masque de supériorité se cache une reconnaissance refoulée de ce qu'il voit en toi, une solidité qu'il n'a jamais su construire. Mais pour préserver son illusion de contrôle, il travestit cette reconnaissance en dédain. Il te croit prévisible. Il se dit que tes silences sont des aveux de faiblesse, que ton absence de confrontation prouve que tu as peur de perdre le lien. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette patience n'est pas une reddition, mais une stratégie. Elle te permet de voir sans être vu, d'apprendre sans être deviné. Et quand le moment vient, cette patience se transforme en décision définitive. Dans son langage inconscient, t'avoir sous-estimé signifie avoir confondu ton retrait avec un manque de pouvoir. Pour lui, tout se joue dans l'occupation du terrain visible. Il ne comprend pas que la véritable force réside dans la maîtrise de l'invisible. Ce que tu choisis de ne pas dire, ce que tu refuses de montrer, ce que tu retires pour te préserver. Carl Jung parlait de ces moments où le masque social est confronté à la vérité intérieure. Dans cette confrontation, il n'y a pas de spectacle, pas de victoire éclatante. Il y a seulement un glissement subtil, presque imperceptible, où le rapport de force se renverse. Tu deviens l'élément imprévisible qu'il ne peut plus contrôler, et cela fissure son identité. L'archétype du roi humilié par le fou illustre parfaitement cette dynamique. Le fou, discret, patient, observe les failles du roi tout en paraissant inoffensif. Et quand le roi se croit invincible, un seul geste du fou suffit à déstabiliser tout le royaume. De la même manière, ton mouvement final, celui de te retirer ou de fixer une limite irrévocable, agit comme une humiliation existentielle pour lui. Ce choc est d'autant plus violent qu'il ne l'a pas anticipé. Il s'attendait à ta colère, à tes supplications, à une résistance bruyante, mais le calme avec lequel tu lui retires ton énergie est une forme de puissance qu'il n'a jamais apprise à affronter. C'est une attaque invisible, car elle ne cherche pas à détruire, elle cesse simplement de nourrir. Et c'est là que son univers intérieur commence à s'effondrer.
Il découvre que toute son architecture de contrôle reposait sur une lecture erronée de ta nature. Il pensait que tu vivais dans sa lumière, alors que tu étais une lumière autonome, capable de s'éteindre pour lui, mais aussi de briller ailleurs. Cette vérité est insupportable pour lui. Ce moment de prise de conscience n'est pas seulement un revers dans son jeu de pouvoir, c'est le début d'une implosion plus profonde, celle où il comprend que le terrain qu'il croyait posséder ne lui a jamais appartenu. Et c'est précisément cette implosion qui ouvre la porte à l'effondrement narcissique silencieux qui va suivre quand le contrôle émotionnel lui échappe. Le narcissique ne s'effondre pas dans un fracas théâtral. Il implose. C'est une chute intérieure, invisible pour la plupart, mais dévastatrice dans son monde psychique. Il n'a plus d'accès à tes réactions, plus de prise sur tes pensées, et cela lui enlève l'illusion d'omnipotence qui le maintenait debout. Cette implosion commence par une perte d'énergie. Ce qui l'alimentait, ce n'était pas seulement ta présence, mais ta réactivité. Chaque explication, chaque émotion exprimée était un fil qui le reliait à toi. En coupant ses fils, tu le laisses flotter dans un vide où il n'a plus de rôle à jouer. Et dans ce vide, sa structure interne commence à se fissurer. Le moment où ton absence devient intolérable, ce n'est pas parce qu'il te manque au sens affectif, c'est parce que, sans toi, il perd son miroir. Ce miroir ne lui montrait pas seulement une image flatteuse, il lui permettait d'exister dans sa propre perception. Sans ce reflet, il se retrouve face à un néant qu'il n'a jamais appris à affronter. Ce néant réveille en lui une rage froide, une colère qui ne cherche pas toujours à se manifester ouvertement, mais qui s'infiltre dans chacun de ses gestes. Cette rage vient de la perte de pouvoir, pas de la perte de lien. Et parce qu'il ne peut pas l'exprimer directement sans exposer sa vulnérabilité, elle se transforme en stratégie indirecte, en manœuvre silencieuse. Carl Jung disait que ce à quoi nous résistons persiste. En refusant d'affronter cette perte, il s'y accroche encore plus fort. Il nie l'effondrement, multiplie les distractions, se jette dans de nouvelles conquêtes ou projets. Mais tout cela n'est qu'un écran pour cacher que son identité vacille. Le déni devient un refuge, mais aussi une prison. Dans ce déni, il y a toujours une phase où il tente de réécrire l'histoire. Il te dépeint comme instable, ingrat, faible, pour ne pas avoir à admettre qu'il t'a sous-estimé. Ce récit n'est pas destiné à toi, mais à lui-même et à son entourage. Il a besoin de protéger la façade, même si elle ne tient plus que par des mots. L'effondrement narcissique n'est pas visible comme une crise bruyante. Il est fait de silences étranges, de gestes incohérents, d'excès soudains suivis de retraits inexpliqués. C'est une dislocation identitaire lente, comme un bâtiment qui craque de l'intérieur avant que les murs ne tombent. Et plus il tente de maintenir les apparences, plus la fissure grandit. C'est dans cette phase qu'il devient le plus imprévisible, car tout en cherchant à restaurer son contrôle, il commence à sentir que quelque chose d'irréversible s'est produit. Ce sentiment, il ne peut ni le nommer, ni l'accepter. Il ne lui reste alors qu'une option, tenter de se convaincre que tu avais besoin de lui, et que ton départ n'est qu'une erreur temporaire. Mais cette illusion sera bientôt brisée, car il va découvrir une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Ce n'était pas toi qui étais dépendant, c'était lui. Et cette révélation marquera le début de sa plus grande erreur. Depuis le début, il avait bâti son pouvoir sur une conviction, que tu étais lié à lui par besoin, pas par choix, pas par lucidité, mais par une forme de dépendance émotionnelle qu'il croyait avoir détectée. Il confondait ton attachement avec une faiblesse fondamentale. Pour lui,
Aimer signifiait forcément être vulnérable. Il n'avait pas compris que ton attachement était conscient et donc réversible. C'est cette confusion qui devient son erreur fatale, car lorsque tu retires ta présence, il découvre que ce qu'il croyait être une chaîne était en réalité une main ouverte, une main que tu as simplement refermée, sans bruit, sans drame, et qui s'est retirée. Le pouvoir qu'il pensait détenir se dissout aussitôt, révélant qu'il était le véritable dépendant de cette connexion. Ton retrait silencieux devient alors une leçon brutale. Il réalise que sa supériorité n'existait que tant que tu participais au jeu, sans ta réponse, sans ta disponibilité. Il perd non seulement son influence sur toi, mais aussi une partie de sa propre identité. Tu étais le miroir qui lui renvoyait l'image de son pouvoir, et en brisant ce miroir, tu lui montres à quel point il n'était rien sans lui. Carl Jung écrivait que ce que tu méprises aujourd'hui te hantera demain. Ce qu'il méprisait chez toi, ta patience, ton calme, ta constance, devient précisément ce qui le hante après ton départ, car il comprend que ces qualités, qu'il jugeait comme de la faiblesse, étaient en réalité les signes d'une force qu'il ne possède pas. Ce renversement est insupportable pour son ego. Il ne peut admettre ouvertement qu'il a besoin de toi. Alors il transforme ce besoin en colère, en sarcasme, en tentative de te faire douter de ta valeur. Mais au fond, il sait que le lien n'était pas une cage pour toi, c'était un refuge pour lui. Et tu as eu le courage de quitter ce refuge quand il est devenu toxique. Ta patience avait été ton camouflage. Pendant qu'il croyait observer, c'est toi qui l'analysais, qui repérais ses mécanismes, qui comprenais ses failles. Tu n'étais pas passif, tu étais stratégique. Tu attendais le moment où ta décision ne serait plus réversible. Et ce moment, lorsqu'il est arrivé, a pris la forme d'un départ qu'il n'avait pas vu venir. C'est ici que la relation se renverse totalement. Toi, que l'on croyait accroché, tu deviens la force détachée. Lui, qui se croyait libre, se retrouve attaché à un fantôme, l'idée de toi qu'il ne pourra plus jamais atteindre. Et cette absence active, ce vide que tu imposes, devient plus puissant que toutes les confrontations que vous auriez pu avoir. Dans son monde, cette révélation agit comme un poison lent. Chaque souvenir partagé se transforme en rappel de son erreur. Chaque silence de ta part est une preuve qu'il n'est plus au centre. Il essaie de compenser, de provoquer, parfois même de se montrer changé. Mais rien de tout cela n'efface la vérité. Il a perdu l'avantage, et c'est à ce moment précis que tu deviens plus qu'un souvenir. Tu deviens son ombre, non pas l'ombre qu'il projette sur toi, mais celle qui le suit partout, parce qu'elle est faite de ce qu'il refuse de voir en lui-même. Et cette étape marque le passage vers la phase suivante, où ton existence même devient un rappel constant de son vide intérieur. Quand sa projection ne fonctionne plus, il se retrouve face à un phénomène qu'il n'avait jamais envisagé. Tu deviens son ombre, non pas une ombre soumise à sa lumière, mais une présence invisible et constante qui l'accompagne malgré lui. Cette ombre n'est pas physique, elle vit dans son esprit, dans les fissures que ton absence a creusées. Elle est faite de lucidité, de rupture et d'authenticité, des qualités qu'il a toujours fuies en lui-même. Il découvre que tu n'es plus une cible, mais un reflet qu'il ne contrôle pas, et ce reflet est insupportable. Car chaque fois qu'il pense à toi, ce n'est pas la version docile qu'il se rappelle, mais celle qui a dit non et qui est restée sur cette décision. Ce simple fait
transforme ton image en un rappel constant de sa perte de pouvoir. Le narcissique fuit l'authenticité comme on fuit un miroir qui montre trop. En te voyant continuer ta vie, détaché de son influence, il est forcé de confronter ce qu'il refuse de reconnaître, son vide intérieur. Tu deviens le symbole vivant de ce qu'il n'a pas réussi à détruire, ni à posséder entièrement, et cette existence hors de sa portée lui renvoie une image insupportable de lui-même. Carl Jung parlait de l'ombre comme de cette part inconsciente que nous projetons sur les autres. Ici, il te projette tout ce qu'il déteste, ton indépendance, ta force calme, ta capacité à vivre sans lui. Mais plus il te projette ses traits, plus il les sent comme une accusation silencieuse. Tu ne dis rien, mais ta simple absence parle. L'indifférence que tu lui opposes agit comme un miroir cruel, car elle ne nie pas son existence, mais elle lui retire toute importance. Et pour quelqu'un qui se nourrit de centralité, cette insignifiance est une blessure pire que la haine. La haine au moins maintient un lien. L'indifférence, elle, efface le lien. C'est dans ce silence post-rupture que ton ombre devient la plus forte. Elle ne demande rien, n'attend rien, mais elle est là, dans chaque comparaison qu'il fait, dans chaque nouvelle relation où il mesure ce qui manque. Ce n'est pas que tu lui manques en tant que personne, mais ce que tu représentais, un miroir complaisant, désormais brisé. Plus il tente de t'ignorer, plus il s'enfonce, car en réalité, ton image ne disparaît pas. Elle s'installe dans les recoins de son esprit, comme un rappel constant que quelqu'un a vu derrière son masque et a choisi de partir. C'est cette idée qui le hante, bien plus que ta présence passée. Ce moment où tu deviens son ombre n'est pas une victoire éclatante. C'est une présence subtile qui s'impose par sa constance. Tu n'as plus besoin de gestes, de mots ou de confrontation. Tu existes en dehors de lui. Et pourtant, dans son univers mental, tu es partout. Et face à cette ombre, il ne reste plus qu'une option pour lui. Tenter de te réintégrer dans son monde, mais cette fois avec une stratégie plus douce, plus perverse, qui se fera passer pour du regret sincère. C'est là que commence le mécanisme de la revanche émotionnelle inconsciente. Quand il comprend qu'il ne peut plus te dominer par la force ou la provocation, il choisit une autre voie, la revanche par la douceur. C'est une stratégie silencieuse, presque invisible, qui se cache derrière des gestes mesurés, des paroles apaisantes, et surtout l'illusion du regret sincère. Il ne revient pas avec arrogance, mais avec une fragilité soigneusement calculée. L'objectif n'est pas la réconciliation authentique, mais la récupération de son pouvoir sur toi. Ce mécanisme commence toujours par une phase d'observation. Il cherche à détecter ce qui pourrait te toucher, à retrouver les failles que ton détachement a peut être laissé ouvertes. Il sait qu'un assaut direct te ferait reculer. Alors, il adopte le masque de celui qui a compris, qui a appris de ses erreurs, qui veut réparer, mais tout cela n'est qu'un décor, construit pour faire tomber ta vigilance. La fragilité blessée devient ici une arme. Il se montre atteint, vulnérable, presque perdu sans toi. Ce portrait, qu'il n'aurait jamais accepté de laisser voir auparavant, est précisément conçu pour susciter ta compassion, car il sait que si tu tends à nouveau la main, même par empathie, il retrouvera un point d'ancrage dans ta vie. Et ce point, il saura l'élargir jusqu'à reprendre toute la place. Carl Jung expliquait que, là où l'amour est absent, le pouvoir s'impose. Ce qu'il t'offre n'est pas un amour retrouvé, mais un pouvoir restauré sous couvert de réconciliation. Sa vengeance inconsciente consiste à te ramener volontairement dans l'espace dont tu t'étais libéré.
non pas pour t'aimer, mais pour te montrer que, malgré ta force, tu peux encore lui appartenir. Le regret sincère qu'il exprime est donc une façade stratégique. Il peut rappeler de bons souvenirs, admettre certaines fautes, parfois même se confesser sur ses insécurités. Mais ces aveux ne sont pas faits pour alléger son âme. Ils servent à alourdir ton cœur de responsabilité. Plus tu ressens de devoir moral envers lui, plus tu redeviens malléable. Il utilisera aussi le paradoxe de te vouloir fort, mais seulement sous son contrôle. Il admirera ta détermination, mais uniquement si elle travaille pour lui. Il respectera ta force, mais seulement si elle se plie à son cadre. En réalité, il ne peut tolérer ta souveraineté que tant qu'elle lui est utile. Dès qu'elle menace son emprise, il cherchera à la réduire à nouveau. Cette revanche émotionnelle n'est pas explosive, elle est progressive. Elle s'insinue par petites concessions, par des moments où tu baisses la garde. Elle exploite ton besoin naturel de croire au changement, ta tendance à vouloir voir le meilleur chez l'autre. Et chaque pas que tu fais vers lui est un pas qu'il utilisera pour refermer le cercle autour de toi. Le danger est que cette approche ne ressemble pas à une attaque. Elle ne suscite pas l'instinct de défense immédiat. Au contraire, elle flatte, rassure, apaise. C'est précisément cette absence de conflit apparent qui la rend si efficace. Tu crois que tout va mieux, alors que c'est ton autonomie émotionnelle qui s'effrite. Et une fois que le lien est rétabli, même de façon ténue, il peut reprendre là où il s'était arrêté. Les anciennes dynamiques reviennent, mais cette fois avec une force redoublée. Il a prouvé qu'il pouvait te récupérer. Ce pouvoir retrouvé est sa victoire personnelle. Mais pour toi, il n'est qu'un rappel cruel. La seule véritable punition qu'un narcissique ne supportera jamais, c'est le respect psychologique que tu lui refuses désormais. Pour un narcissique, rien n'est plus insupportable que de perdre le contrôle sur la manière dont tu le perçois. Il peut tolérer ta colère, tes critiques, même ton mépris, car tout cela maintient un lien. Mais ton respect calme, celui que tu ne lui offres plus et que tu as réservé à toi-même, agit comme une condamnation silencieuse. C'est une absence qui pèse plus lourd que n'importe quelle attaque. Ce respect psychologique est une frontière invisible. Il ne s'exprime pas par des mots durs, mais par des choix clairs. Ne plus expliquer, ne plus justifier, ne plus négocier ta valeur. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu te tiens simplement dans ta propre dignité, et cette posture suffit à le tenir à distance. Dans son esprit, cette attitude est perçue comme une violence, non pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle lui renvoie une vérité qu'il refuse d'affronter. Tu n'as plus besoin de lui, et tu ne recherches plus sa validation. Pour quelqu'un qui s'est construit en étant le centre du monde des autres, cette réalité est un effondrement en soi. Carl Jung disait « Ce que tu retires de l'autre révèle ce que tu reprends de toi. En retirant ton besoin d'être compris par lui, tu récupères ton énergie mentale et émotionnelle. Tu lui enlèves l'accès à la partie de toi qui alimentait son pouvoir. C'est une coupure définitive qui ne laisse aucune ouverture à la manipulation. Ton détachement n'est pas une absence émotionnelle, mais une présence à toi-même. Tu continues à vivre, à avancer, à aimer peu, être, mais tout cela se passe hors de son champ d'influence. Il n'a plus de prise sur tes décisions, et cette perte de contrôle est vécue comme une humiliation silencieuse. Le silence post-dignité agit comme une lame symbolique. Ce n'est pas un geste de vengeance, mais il coupe tout espoir de retour. Tu n'entretiens plus le passé, tu n'alimentes plus l'illusion d'un futur commun.
Et plus tu restes ferme dans ce silence, plus il comprend que son accès à toi est définitivement fermé. Dans cette posture, tu ne joues plus selon ses règles, tu n'essayes plus de gagner ou de perdre face à lui, car tu n'es plus dans le jeu. Et c'est précisément ce retrait du terrain qui le déstabilise le plus. Il ne sait pas comment combattre ce qui ne se bat pas, comment contrôler ce qui ne se défend plus. Pour toi, ce respect psychologique est la preuve tangible de ta transformation. Ce n'est pas seulement la fin d'une relation, c'est la fin de l'ancien toi qui vivait dans l'attente de reconnaissance. Ce que tu as reconstruit est à l'abri de ces manipulations, et cette stabilité est ce qu'il ne pourra jamais t'arracher. C'est ici que le cercle se ferme. Ce qu'il craignait le plus n'était pas ta colère ni ton jugement, mais ton indifférence ancrée dans le respect de toi-même. Et cette indifférence, parce qu'elle est calme et définitive, devient la punition qu'il ne pourra jamais réparer ni effacer. Il y a un moment où tout bascule, ce moment où tu ne cherches plus à être compris, aimé ou validé par celui qui t'a sous-estimé. Ce jour-là, tu retires non seulement ta présence, mais aussi le rôle qu'il t'avait assigné. Tu ne fais plus partie de son récit, et c'est cette absence qui devient sa plus grande défaite. Carl Jung disait que la rencontre avec soi-même est la chose la plus redoutée par l'homme. En te retirant, tu ne lui imposes pas ta colère, mais sa propre compagnie. Tu le forces à regarder ce qu'il fuyait, son vide, sa peur, son incapacité à exister sans spectateur. Et dans ce face à face, il n'a aucun échappatoire. Ne pas revenir n'est pas un acte de vengeance. C'est un acte de souveraineté. C'est dire, silencieusement, je me choisis. C'est fermer la porte, non par haine, mais par amour de toi-même. Et dans ce geste simple, tu reprends tout ce qu'il pensait posséder, ta paix, ton énergie, ton histoire, et tu le gardes cette fois pour toi.